Et ils sont toujours là les canards. Le dernier sprint avant Ugo Ride. Oh, Lars Van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel ont pris des risques insensés à 2 semaines du mondial. Ça t'appelle et ton saut tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est bac à sable. On a eu beau temps, on a beau temps. Et attention, les Vosges arrivent, et voilà les Vosges. Ah là 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 là, on est là. Salut Steve. Salut Gauthier, comment tu vas? Ça va super, toi aussi? Bah écoute, ça va pas mal, ça fait bien plaisir qu'on n'ait pas Sarakina avec nous ce soir. Ça commence. Parce que c'est... Parce que peut-être qu'il nous écoute, donc on peut lui mettre, Mais, on peut c'est tirer à balles réelles. C'est pas peut-être, Gauthier, je te le dis, il est déjà dans le live. Ok. C'était le 3e connecté, c'était Jérémy, donc il est là, il nous surveille. Donc Gauthier et Tonio, je compte sur vous. Quand on dit une grosse dinguerie, c'est parce que Jérémy nous a informé de cette dinguerie. On peut raconter des grosses carabistouilles, c'est la faute à Jérémy. Messieurs, on y va parce que, comme d'habitude, l'heure passe très très vite. On aura Romain qui nous rejoindra à 18h30 et qui sera là sur la dernière demi-heure. Moi, j'aimerais vous interroger, messieurs, sur le circuit de Terralba, puisque ce week-end, c'était donc la 3e manche de la Coupe du Monde, après Tabor et le circuit que l'on connaît depuis de très nombreuses années, après le circuit de Flamanville qui avait été encensé par Thibaut Neis, et j'aimerais aussi ton avis Gauthier sur le circuit de Flamanville. On a eu hier une première sur le circuit de Terralba. Sur les hashtags les RP, beaucoup de suiveurs qui critiquaient un petit peu ce parcours tout plat, circuit bord de mer, circuit particulier. Tonio, la parole est à toi et ensuite je t'interrogerai Gauthier. Qu'as-tu pensé du circuit de Terralba pour une première en Italie, en Sardaigne? Tu l'as dit, de toute façon, tu l'as dit aussi en direct, je crois, hier, pardon. Il en faut pour tout le monde. Alors c'est sûr que on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec Gauthier en préparant. C'est sûr qu'on n'était pas du côté de Namur, on n'était pas du côté de Zonhoven, on n'avait pas quelque chose de visuellement très parlant. C'était effectivement très plat. Il y avait ces fameuses flaques d'eau. On en parlera, je pense aussi après. Avec Gauthier, on s'est posé des questions, savoir si c'était pas fait exprès. Parce que par endroits Naturel, c'était les sec. flaques d'eau, Gauthier, ou? C'était On a creusé l'histoire. Par endroits, c'était plutôt sec. Alors après, il y avait du sable aussi, mais finalement, c'était quand même bien tassé et ça faisait des belles ornières. Il y en avait un ou deux qui étaient un peu chaud. Mais écoute, il en faut pour tout le monde. Il y avait ce petit passage un petit peu urbain aussi, avec ce demi-tour un peu atypique là devant l'église où ils arrivaient, ils déchaussaient sur le goudron, faire les 2-3 marches et puis redescendre. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Après, ce que j'ai quand même bien aimé, moi, c'est le spot. Ça changeait de toujours voir les mêmes circuits. Là, on était sur le bord de mer. On a vu des images un peu sympas à la fin. Lucinda Brandt qui va se rincer directement dans l'eau. Voilà. Enfin, c'était des trucs assez sympas. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas le plus visuellement parlant, peut-être le plus beau de la saison. Mais voilà, il a eu le mérite d'être là. On se souvient de l'année dernière, ce qui s'était passé du côté de Cabras et malheureusement l'annulation qu'il y avait dû y avoir. Donc il fallait le faire, maintenant il en faut pour tout le monde. Gauthier, toi, est-ce que déjà visuellement le circuit te donnait envie, pourquoi pas, d'être spectateur? Et deuxièmement, par rapport à Flamanville et aux déclarations de Thibaut Neis, j'aimerais que te faire réagir et que tu nous fasses une petite comparaison, toi, sur les deux parcours. Ah bah ils sont diamétralement opposés. Autant sur Flamanville, tu avais quand même un parcours qui était relativement technique, autant ici c'était vraiment la puissance et la vitesse qui primaient. Alors moi d'abord dans un premier temps j'ai parlé de Terralba parce que c'est vrai que des circuits comme ça il en faut je trouve parce que voilà ça permet d'aller voir un peu autre part, un peu autre chose. C'est vrai que pour les purs spécialistes comme vous êtes, il n'y avait pas trop de technique. Hein, on va pas se voiler la face. Tout s'est joué dans le dernier tour. Hein, je sais pas si vous allez résumer ça tout à l'heure, mais voilà ça s'est décanté vraiment dans le dernier tour. On a eu très peu de technique, beaucoup de vitesse. Alors pour répondre à ta question, effectivement, il y a eu beaucoup de pluie en Sardaigne en fait, et donc moi j'avais vraiment une impression visuelle qu'ils avaient arrosé le parcours pour vraiment faire quelque chose de spectaculaire. Mais non, pas du tout, c'est naturel. Il y avait vraiment beaucoup de pluie cette semaine-ci en Sardaigne, et donc ça nous a fait ces zones boueuses. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y avait ça, parce que j'ose même pas imaginer à quel point ça aurait encore roulé plus vite. C'était dingue quoi. Ouais, Pour en revenir à Flamanville, ouais. c'était ça justement. Hein. D'ailleurs, les propos de Nieuwenhuis sur Eurosport, en tout cas sur l'interview d'avant-course, c'est que lui était même très satisfait qu'il y ait eu cette pluie qui est arrivée un petit peu 3-4 jours avant et qui est vraiment venue arroser le terrain parce que sinon c'était un véritable critérium géant. Alors voilà, effectivement, c'était bien de la pluie naturelle et les flaques d'eau étaient bien naturelles. Mais ça, je crois que c'est Jérém qui t'avait balancé comme quoi c'était des flaques d'eau qu'ils avaient construites, je crois, à l'UCI. Je suis même sûr.
sûr, parce que moi aussi, il m'a fait un message dans ce sens. Pas du tout, là, c'est vraiment mon interprétation personnelle, là, je te jure. Voilà. Et sinon, pour parler de Flamanville, ouais, le parcours était vraiment dingue. Et moi, j'apprécie beaucoup les circuits français parce que c'est vrai que j'étais à Liévin l'année passée avec Tonio. Et franchement, il y a rien à dire. Et le circuit était vraiment magnifique à Liévin, avec le château, les petites montées. Enfin, on y trouvait tout. Il y avait de la technique, il y avait de la puissance, de la vitesse. C'était vraiment ce qu'on recherche dans un parcours de cyclocross. Donc, rien à redire par rapport à ce parcours. Ouais, alors nous c'est vrai que quand on a fait justement le podcast Bac à sable et qu'on a eu le temps de voir que Thibaut Neis avait vraiment apprécié le parcours de Flamanville, qu'il n'y avait pas de floriture, pas de demi-tour, etc. Moi je me suis posé la question de savoir si justement quand Flanders allait faire cette Coupe du Monde à Cabras, ils allaient pas faire un mini circuit belge, et j'ai quand même l'impression que non, le circuit était plutôt bien étalé, assez bien construit, et en tout cas je sais pas comment ça va se passer au fur et à mesure de l'année et dans les années futures, si les critiques de Thibaut, qui reste quand même une méga star en Belgique, vont être entendues. Mais j'ai trouvé en tout cas que sur Terralba, il y avait quand même, malgré le fait qu'il y ait très peu de dénivelé, un parcours qui était plutôt bien tracé, avec des cassures de rythme, ce petit zigouigoui devant l'église pour casser aussi le rythme, etc. Et puis rendre quelques images spectaculaires. Donc oui, je sais pas si on y reviendra, mais oui, je vous rejoins, messieurs. Il en faut pour tout le monde, et il en faut tellement pour tout le monde que c'est Lucinda Brandt qui s'est imposée chez les dames, vous l'avez vu. Donc elle a l'air d'être tellement au-dessus. Moi j'ai envie de vous poser la question, comment la battre? Comment la battre sur les circuits très physiques? Son passif de routière fait qu'elle est au-dessus. Techniquement, j'ai eu l'impression qu'elle a été hier très très forte sur ses prises de trajectoire. Il y a pas d'erreur. Honnêtement, je vous pose la question, comment la battre? Gauthier? Bon, ben là, j'ai envie de te dire, c'est plutôt à vous de me répondre, hein, parce que c'est vous, les anciens crossmen, hein. Moi, je suis un basketteur un peu comme toi maintenant, Steve, en fait, carrière, mais d'ailleurs, j'ai vu sur relief main gauche, là, pas mal, hein. Moi, j'ai envie de te dire, bah, pour le moment, elle est injouable. Elle est injouable, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de level au niveau de la start list. Personne ne vient la chatouiller, à part quand c'est Katatola qui vraiment, quand elle est à 100% de sa forme, elle peut vraiment rivaliser avec. Que ce soit technique, sur la puissance peut-être pas, mais regarde à Overrace, par exemple, Casasola était au point partout, elle a réussi à la battre, mais sinon, si tu n'as pas une Femme Van Empel qui revient et qui est au top, si t'as pas une Pug Peterson qui est en forme, alors il faudra qu'on en reparle à la mur évidemment, mais je pense qu'elle est injouable, vraiment. Comme tu le disais, Steve, techniquement c'est propre, et sur la puissance, elle est juste intouchable. Donc pour moi non, elle est injouable. Point. Tonio? Ouais, non, je rejoins Gauthier hein, pour l'instant. Et puis on le sait, enfin on l'a su après. Il y a eu ces événements. Psychologiquement, ce qu'elle a fait, c'est monstrueux. Je pense que tout le monde a vu maintenant ce qui s'est passé et pourquoi on a eu les raisons de cette émotion à l'arrivée. Faut avoir un mental de ouf pour faire ça. Après, physiquement, elle est très forte. On pensait peut-être à une Annick Van Alphen capable de la tenir un petit peu plus hier. Sarah Casasola, moi, m'a un petit peu déçu. Aussi hier du côté de Terralba, à voir. À voir avec le retour de Pieters ce week-end. Alvarado, on va peut-être en parler après. Bon, elle est malade visiblement, donc voilà, c'était peut-être pas une bonne idée comme de faire le déplacement jusqu'à Terralba quand t'es malade. Mais c'est vrai que de ce qu'elle avait fait voir du côté de Flamanville, on avait pu se dire tiens, on est impatient de voir quand même aussi si Céline va pouvoir titiller peut-être Lucinda Brandt. Sur un circuit qui était plutôt rapide, on sait qu'elle aime plutôt quand c'est un peu bourbier, quand c'est un peu technique, mais une bonne Céline, voilà, ça pouvait peut-être faire quelque chose. Donc, mais hier, franchement, il y avait rien pour ennuyer, en tout cas Lucinda. On verra du côté de Namur. Je pense qu'elle a annoncé à Namur. Hein. J'ai pas encore vu les start lists, mais je pense qu'elle y sera. Moi, je suis impatient de voir le retour de Pug Peters qui a bien coupé, qui s'est bien reposé. Là, j'ai vu des petites vidéos tout à l'heure en train de faire, Ils ont l'air de les bien s'amuser. arsouilles avec Del Grosso, avec tout Mikkels et toute la clique là en Espagne. Donc, je suis très impatient de la voir revenir sur un circuit qui est très engagé du côté de Namur, qui est dans ses cordes. Donc, et je pense que si elle revient à Namur, c'est pas le cross le plus simple pour reprendre, donc je pense que si elle revient à Namur, elle est sûre d'elle. Ouais, non, mais je te rejoins, et juste pour donner peut-être un élément de réponse par rapport à la question que je vous ai posée, comment la battre? Moi, justement, quand j'ai fait ce conduit, que je me posais la question, effectivement, comment la battre?
j'ai l'impression que sur effectivement les circuits plutôt typés belges, là où il faut vraiment relancer, là où il faut beaucoup de giclettes, c'est peut-être son léger point faible de la saison. Mais je vous rejoins, messieurs, elle est sur une autre planète, j'ai l'impression cette année. Oui, certes, battue cette année quand même malgré tout à Overijse, comme tu l'as dit Gauthier, mais elle a quasiment plus de points faibles. Son point faible, c'est vrai, je l'ai dit dimanche. Ça va mieux techniquement. Bah, techniquement, Ça va de mieux en mieux en tout cas. mais ça va de mieux en mieux, puis tu sais aussi bien que moi que c'est plus facile d'être propre techniquement quand tu es à 170 pulses plutôt Que que quand quand tu es t'es à à 180 190. pulses. Et je la trouve en tout cas très sûre d'elle, assez appliquée dans ses prises de trajectoire, et même justement hier, hein, Van Alphen qui était quand même pour moi la seule capable peut-être de la bousculer un petit peu sur les quelques virages techniques, les deux trois prises de trajectoire importantes, Van Alphen était un cran en dessous de Lucinda Brandt. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment au-dessus de la mêlée. Il nous tarde Namur de voir justement le retour de Puck Peters. Mais il y en a peut-être une, messieurs, qui revient un petit peu dans le jeu, qui a fait son premier podium ce week-end en Coupe du Monde après plus d'un an sans cyclocross, c'est Sherin Van Androoy. Est-ce qu'elle va jouer avec les grandes, messieurs, sur ce que vous avez vu des deux week-ends, un petit peu votre sentiment? Tonio? Est-ce qu'elle va jouer en tout cas, elle a annoncé, et j'ai repartagé la publication, elle a annoncé dans la presse il y a quoi une semaine qu'elle, pour les années à venir, qu'elle allait faire de plus en plus de cyclocross. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et on aime lire ce genre de post. Euh, Elle a repris il y a quoi, il y a 15 jours aussi. On était quand même sur un circuit qui était plutôt avantageux pour elle du côté de Terra Alba, un circuit quand même assez roulant. Euh, je pense qu'il va lui falloir, comme tu l'as dit Steve, notamment, tu parlais de je ne sais plus qui, Manon de Meneus, qui avait mis du temps. On avait parlé avec David Menu aussi de revenir, de refaire plusieurs saisons pour vraiment retrouver des réflexes et du technique. Je pense que Sherin Van den Rooij, elle a eu des problèmes, c'était plutôt des soucis, des pépins physiques, hein, les dernières années. Donc je je la vois pas revenir cette année. Après, peut-être que je me trompe et j'espère en tout cas me tromper, mais je pense qu'il nous faudra encore une bonne saison complète pour revenir peut-être dans le jeu. Maintenant, est-ce qu'elle sera capable de venir titiller une Lucinda Brandt En tout cas, pour moi, pas cette année. Gauthier, t'en penses quoi, Ouais, toi qui ouais. suit vraiment les crosses aussi par rapport à son retour? Bah écoute, sur Vacancy, c'est clairement un circuit qui lui convenait, à la vitesse, tout ça, ça lui convenait vraiment bien. Alors j'ai fait un peu des recherches quand j'ai vu que tu l'avais mis dans le conduit, ce thème-là, concernant Chirine. C'est qu'elle va un peu rouler à la carte cette année-ci. Il faut savoir qu'elle revient d'une grosse opération aussi, comme a eu Iservik à la Crétillac, non pas la Crétillac, à l'Artérillac. Donc elle a des problèmes de puissance, tout ça, et donc elle sera déjà pas à Namur. Elle sait très bien que ça vaut pas la peine pour elle d'aller à Namur, elle va être trop dans la puissance. Donc elle se cherche toujours. Donc elle a fait un choix un peu stratégique et médical, et elle va rouler à la carte. Donc sur ce genre de circuit, tu peux être sûr qu'elle sera dans le top 3 avec cette start-list-là. Mais pour le reste, elle va vraiment rouler à la carte parce qu'elle a vraiment clairement expliqué que son objectif à elle, c'était les championnats du monde à Ulst. Elle veut vraiment performer et elle va vraiment calquer son calendrier par rapport à son objectif final. Ouais, non, mais je pense que c'est effectivement très intelligent et juste, j'ai posé la question à Eli Iserbyt justement ce week-end pendant le live, savoir comment ça allait. Bon, pour l'instant, il m'a répondu que c'était la merde. Voilà. Je suis C'est pas clair. certain qu'on reverra un Eli Non. Iserbyt au départ d'un cross cet hiver. Ça reste une opération très compliquée. J'ai parlé d'Eddie Finet qui a dû stopper sa carrière à cause de cette fameuse artère iliaque. Donc très intelligent de la part de Van Androoy, Gauthier effectivement de choisir un petit peu les parcours pour ne pas se rentrer dedans et avoir cette fameuse fraîcheur du côté de Hulst pour les mondiaux, une fraîcheur que n'avait pas notre chère Céline. Tonio, on, on s'est demandé avec Louis-Pierre si toi t'étais pas au courant de ce Ah qui là s'était là, passé. je vous ai écouté, je vous ai écouté. Il Vous va avez dire que pas, non. Il va dire que non. ils ont pas pu s'empêcher de me mettre des petites balles perdues. Je les ai écoutés, hein. 11 minutes de course et puis s'en va. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, Tonio, dans ton intro, par rapport à Céline, effectivement, est-ce que c'était judicieux de venir si on était malade? Moi, j'arrive pas à comprendre, messieurs. On a fait le déplacement, on a pris la décision de prendre le départ. Est-ce que 10 minutes de vélo, ça change par rapport à 45 minutes pour un hypothétique top 10, pour peut-être travailler? Moi, j'aimerais avoir votre avis. J'ai donné le mien dimanche à Eurosport. Pour moi, l'abandon ne fait pas partie des bonnes solutions. Elle aurait pu faire 12e, mais au moins en travaillant la technique. Tonio, tu as connu ces moments où tu te cherches, tu as la gorge qui pique, tu as le nez qui coule, tu as peut-être mal au crâne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le départ ou pas? Pour moi, c'est un déplacement qui était coûteux, qui était énergivore. Et pour moi, elle aurait dû finir. Moi, j'aimerais ton avis là-dessus. Bah, moi je te rejoins. Soit tu y vas et tu fais la course et tu fais avec les moyens que t'as et tu vas jusqu'au bout, soit tu n'y vas pas.
Mais là, c'est sûr que prendre le départ, on trouve un peu, rappelle-toi, hein, Van Empel du côté du Copenberg. Alors Van Empel, visiblement, c'est plus grave. Enfin, elle est toujours pas revenue et on a toujours aucune nouvelle. On en parlait la semaine dernière, on disait que c'était plutôt inquiétant. Moi, je suis très inquiet. Enfin, je pense qu'on la reverra pas hein, de l'hiver, hein, Van Empel. Mais Alvarado, non, j'ai pas compris. Euh, si t'es pas bien, alors oui, c'est vrai que faut aussi se dire, mais voilà, quand est-ce qu'elle est arrivée? J'ai pas toutes les infos, on n'avait pas toutes les infos. Est-ce qu'elle était arrivée depuis le mercredi ou le jeudi là-bas? Est-ce qu'elle a commencé à se sentir pas bien le vendredi ou le samedi? Du coup, elle se dit bon, bah maintenant que je suis là, je prends quand même le départ. Mais c'est sûr qu'en tout cas, Enfin, ouais, juste Tonio, pour te donner un élément de réponse, tu sais que donc quand on commande comme ça, toi t'arrives 1 heure avant au studio, moi 3/4 d'heure avant, je me suis connecté, et il y avait déjà des images de Alvarado à 12h50 qui s'échauffait sur Home Trainer, qui était en petit cuissard, en petite brassière, et qui faisait tourner la patte, avec les écouteurs, qui étaient concentrés. Euh, Moi, je me dis que quelqu'un qui est malade s'échauffe peut-être pas autant non plus. Ou alors, si vraiment t'es malade, bah tant pis, tu prends le parti pris de ne pas partir. Effectivement, c'est dur quand on est athlète d'être sur place et de pas partir. Mais je pense que si on y va, on prend la décision d'y aller. Il y a forcément des choses à aller chercher. Et moi, pour l'avoir vu s'échauffer 45 minutes avant sur Home Trainer, je me dis attention, elle va nous faire peut-être bien le départ et essayer de tenter un coup. Elle a jamais été dans l'allure. Pour moi, c'est après, elle c'est aimait, compliqué. C'est elle compliqué aimait de pas, bâcher. elle aimait pas spécialement le circuit aussi, je crois, d'après les interviews. Ah bah Moi, l'interview, elle a moi, j'ai carrément pas écouté dit. l'interview, mais j'avais pas pris le live encore. Tu l'as entendu, Gauthier, l'interview de Alvarado? Non, non, pas spécialement. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, bah, non, ça lui convenait pas, ce circuit, clairement. C'est vous les techniciens, vous le savez bien, c'était pas un circuit pour elle, du tout. Et puis, pour répondre à la question, moi, j'ai un peu cherché, ouais, ça faisait quand même quelques jours qu'elle était en Sardaigne, elle a un peu roulé. Et alors, premier élément de réponse ici, elle a mis son score de récupération avec sa montre connectée. J'ai pas cité la marque tout à l'heure sur Instagram. Et en fait, elle a eu un pic où elle s'est vraiment sentie mal samedi matin. Et puis dimanche matin, elle s'est remontée en fait. Donc à mon avis, elle y a cru. Elle s'est dit, allez, c'est bon, je me lance, ça devrait aller. Et puis là, ce matin, son pic, il était à 15%. Donc elle a fait une rechute énorme dimanche, quoi. Elle se pensait vraiment pouvoir performer, je pense. Ça a vraiment été un choc pour elle, hein. Vraiment. Ouais, alors finalement, alors j'ai presque envie de dire, elle a pas voulu s'enterrer en continuant, mais si maintenant c'est les montres qui dit le fameux Whoop qui te dit si tu peux partir ou si tu Lui, peux il pas l'a dit. partir, ouais, moi je le dis, moi. Ça me dérange pas du tout. Mais non, non, mais après voilà, hein, on sait qu'aujourd'hui on a des données assez incroyables qui te permettent de dire si oui ou non t'es bien. Mais pour moi, ça a été pour moi l'une des grosses déceptions de la Ouais. course femme, messieurs. On Ouais, va moi, passer aux elle garçons. m'a dézingué ma fantaisie en plus. Ah ben, ouais, j'ai vu que t'étais loin, hein. T'étais très Moi très pas. loin, mon Antonio. Moi pas, je fais Eh, 56e. Gauthier, lui, il joue jamais à la fantaisie. Là, il fait une équipe, le gars, il a fait une dinguerie partout, chez les hommes et les femmes. Hein, Oh là La là. chance du Bah, débutant. il faut qu'ils nous rejoignent, les deux Libuls. Messieurs, on passe aux élites hommes. Van Toerenhout is back. Qu'avez-vous pensé de sa course? Je me permets tout de suite, je mets les pieds dans le plat. Je l'ai trouvé, encore une fois, tactiquement très très bon. Beaucoup plus juste qu'à l'accoutumée. Et Tonio, il s'est pas énervé. Il s'est pas énervé, il a Ouais. couru, comme tu l'as dit, très juste. Il y a un autre qui a couru très juste, et tu sais que tu m'as tiré aussi quelques balles. Et d'ailleurs, on va peut-être parler de ce hors top 5, hein, de Lorenzo Eck, qui fait quand même troisième. Et je pense qu'à la fin, il a peut-être été un petit peu tendre, mais je pense qu'il a eu un peu peur aussi de la manœuvre qu'il a eue avec Pim Renard. Je pense sur la fin de course, il s'est dit, ouais, tout à l'heure, j'ai peut-être un peu fait le con. On va peut-être en parler tout à l'heure. Non, Michael Van Torenhout, il a couru comme un vieux renard. On a retrouvé enfin le Michael Van Torenhout qu'on connaissait. Alors le circuit s'y prêtait parce que c'est un circuit très très tactique, pas technique mais tactique du côté de Terralba. Bon, il y avait aussi quand même des petits virages à plat, un petit peu glissants où on le sait qu'il adore ça, hein, Michael, un peu être sur des œufs. Donc on avait vraiment tous les ingrédients pour. Non, il a vraiment couru à la perfection. Il va passer, il remonte à la fin, il se replace l'un des 2-3 derniers virages parce qu'il sait très bien que arrivé au pied de l'église, il faudra être en tête pour faire le pif paf. Donc non, on a retrouvé un très très bon Michael Van Torenhout. Moi, j'ai envie vraiment d'attendre qu'il confirme sur un circuit plus dur à la jambe. Parce que là, c'est vrai, on va pas dire que c'était facile. Ça roulait très vite. Il y avait quand même le sable, il y avait la boue. Mais voilà, moi j'attends de voir. J'attends de voir. Il faut qu'il me confirme maintenant si on a vraiment retrouvé un grand Michael Van Torenhout.
Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec Tonio aussi. Pour moi, Michael, c'est le mec le plus intelligent du peloton. Il prend les relais quand il faut, hein, il se met pas trop devant, il prend juste pour dire, ouais, je prends un relais. Et puis après, derrière, il te met une mine quand il sort du bac à sable dans la ligne droite. C'est incroyable. Et puis après, il réfléchit, les petits escaliers, il les prend bien à gauche pour bien prendre son virage, boum, boum, et puis c'est fini. Donc c'est le mec le plus intelligent pour moi, le plus rusé, ouais, le plus d'expérience, tout ce que tu veux. Mais comme tu dis, Tonio, hein, Namur, c'est un circuit qui généralement lui convient bien. Est-ce que physiquement, il sera apte pour top 5? Ça, c'est la question que je me pose. Je l'espère pour lui parce que c'est un circuit qui lui convient vraiment. Il adore performer là-bas, donc j'espère pour lui que ça va aller. Après, Ouais, visiblement, dès que ça c'est sera pas humide, hein. trop, ça sera pas trop humide, hein, d'après Gauthier. Ils Non, annoncent beau, ouais, cette semaine, hein. ouais, beau et chaud, enfin chaud pour la Belgique 10 degrés, donc ouais, effectivement. Alors Gauthier va peut-être aller arroser le dévers, faut pas le dire, hein, mais on a peut-être prévu qu'il Bon, je aille te dirai pas à quel moment, hein. arroser quelques bidons. Et Non, pas que mais- dire, hein. et sur Michael Van Tourenhout, messieurs, c'est le seul qui a tenté des petits coups de but, hein, les fameux petits freinages, machin, pour bien emmerder un Ouais, petit alors peu tout le il monde. il faut bien le dire que tu le dis à l'antenne parce que Bah, oui, le B, but, oui, oui, mais parce le que là petit coup de but. il y avait pas de but justement pour Ah, le- faire la butte. Donc quand t'as dit le petit coup de but, les gamins ils me disent mais papa il a dit quoi Steve là? Je dis non, Non, le la coup de butte. la butte, Oui, la butte. Ouais. Le but. Non, 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 il a Gauthier, été, Gauthier, je sais pas si tu connais ce fameux coup de but. le Non, petit Il coup de non, poing. explique en fait, normalement D'accord. on le fait sur une butte normalement, et quand le coureur derrière nous est un peu trop près, arrivé en haut, on cale un petit peu sur la butte. Du coup, le coureur qui est dans la montée, lui, s'il est trop près de toi, n'a pas Ah. anticipé, se retrouve bloqué et soit il redescend, soit il fait ce qu'il peut. Mais ça s'appelle D'accord. un coup de but, mais de but. Ok, mais tu mets un P devant, c'est la même chose, hein. Oui, oui, bah oui, mais bon, on peut pas dire l'autre. D'accord, d'accord. Tu sais, c'est comme quand t'es au basket, t'es au rebond, hein, bah, tu le tiens bien par le short, hein, derrière toi, hein, tu le Ah, tiens, il peut pas aller au rebond. t'es un comme ça, toi, Steve, t'es un comme ça, toi. Ouais, j'ai Du des petits coups de Drissier. but comme ça, j'aime bien, ouais. Ah. Tiens, on a une super question qui vient d'arriver. Le meilleur, c'est Pim. En parlant de Pim, messieurs, vous l'avez vu parce que de toute façon, elle a fait le tour sur les réseaux sociaux. À un tour et demi de l'arrivée, cette petite, petite bagarre, cette petite guéguerre de placement entre Pim Renard et Lorenz Sweck, qui, sans ce petit coup d'épaule, pouvait éventuellement jouer la gagne, mais je l'ai senti. J'ai senti qu'il allait être hors top 5. Euh, Est-ce que c'est dans les règles? Est-ce que ça joue? Est-ce que Pim Renard n'est pas finalement en train de se faire des ennemis un petit peu? C'est pas la première fois depuis le début de saison qu'il met des petits coups de coude comme ça à droite à gauche. Il est jeune. Faut qu'il fasse attention. Moi, je l'ai trouvé, sa manœuvre, en tout cas, à un tour et demi de l'arrivée, complètement inappropriée. Tu le fais dans le dernier tour. Voilà, il reste 600 mètres de course. Ok, là, j'avoue que j'ai pas compris. Tonio. Oh, bah, de toute façon, on sait, il y en a quelques-uns qui sont un peu border, pardon, hein, et après, ça s'est un peu frité avec Ryan Camp, et je me suis dit les deux ensemble qui sont plutôt sanguins. Je me dis là, par contre, ça peut en finir aux mains. Pourtant, quand on connaît Lorenz Sweck, qui est pas un méchant gars, hein, qui est assez calme d'habitude, là, on a vu Lorenz Sweck lever la main du guidon. Alors, on le dit toujours, et tu l'as dit à l'antenne, on laisse les mains sur le guidon. On était un peu limite, et d'ailleurs je pense, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que Lorenz Sweck, dans le dernier tour, s'il n'est pas un peu plus hargneux avec Nevenhuis et Van Tourenhout, c'est parce qu'il a un peu les pétoches quand même. Il se dit, j'ai peut-être fait un peu le con tout à l'heure, j'ai levé la main, bon on sait pas trop ce qu'il fait, il le pousse, on voit pas trop ce qui se passe, mais je me demande si Sweck a pas eu un peu peur de dire, bon, je vais peut-être pas refaire une vague. Après, la manœuvre de Pim Renard, on le connaît. Et un Ryan Camp l'aurait fait, on n'aurait pas été étonné non plus. Donc voilà, bon, ce sont des jeunes coureurs. Ils ont pas la meilleure réputation, je pense, dans le peloton, mais voilà. Donc bon, je n'irai pas plus loin dans le commentaire. Ouais, parce qu'en plus, c'était Lorenz qui était attaqué, donc forcément. Quand tout se joue. Moi, si je puis me permettre, juste dire une chose, quand même, moi, vous avez parlé, parce que vous êtes des anciens crossmen, donc effectivement, vous savez ce que c'est de frotter tout ça. Moi, en tant que spectateur, j'ai adoré. C'est pour ça qu'on regarde le cyclocross. On aime bien les petits coups d'épaule, on aime bien quand il y a un peu de tension Ouais. comme ça, c'est ce qui anime un peu la course. Donc, moi, de mon point de vue, j'adorais. Et puis le geste de, le geste de Sweck, je crois qu'il l'écarte un peu, il est pas là pour lui donner un coup, c'est juste pour dire, écoute, voilà, tu m'as mis un petit coup, vas-y, mollo mon gars, quoi. Mais moi, j'ai adoré. Ouais, mais on dit toujours normalement, on laisse les mains sur le guidon. Voilà, tant que c'est l'épaule, le coude qui va Ah pousser ouais. un petit peu dans la, voilà, c'est un peu comme au foot, hein, les gars, ils vont pas non plus se rentrer dedans comme des sauvages. Mais là, quand tu commences à enlever la main du guidon, ça peut être mal vu, mal interprété, et moi je pense que Sweck a eu un peu peur sur la fin.
Ouais, moi je te rejoins Tonio par rapport à ce que tu as dit et c'est vrai que j'avais pas réfléchi effectivement sur le final de course finalement où ils sont les trois à jouer la gagne puisque Nils Van de Put est vraiment trop limite. Je suis assez d'accord avec toi. Lorenz Weck a repris son caractère de gentil, mais je pense aussi que Pim Renard est intelligent. Tu mets pas ce petit coup d'épaule à Elise Herbit. Tu mets pas ce petit coup d'épaule et ce petit coup de coude à Michael Van Torenhout parce que tu sais que derrière il y a non seulement la rectification mais il y a aussi la vengeance. Et quand tu as des coureurs comme ça qui sont plutôt, en tout cas, agressifs, t'y vas pas. Alors qu'effectivement, à Lorenz Weck, et c'est là où je te rejoins, Tonio, j'ai eu la chance de courir avec, etc. C'est un vrai gentil. T'as juste tu lui touches la fesse, c'est limite s'il t'ouvre la porte. Et je pense que les Pim Renard, par exemple, bah, il le sait. Donc, à ce moment de la course, c'est plus facile d'aller frotter Lorenz Weck que d'aller frotter Michael Van Torenhout ou même Joris Nieuwenhuis, qui paraît, bon, en tout cas, physiquement, t'as pas trop envie de te frotter à lui, je pense. Hein, c'est un beau bébé. Donc effectivement, et dans le dernier tour, bah, Nieuwenhuis finalement et Van Torenhout, quand Sweck passe devant, c'est une manœuvre qui est tellement propre parce que c'est des mecs qui se respectent, mais bizarrement, ils ont pas été frottés Michael. Non. Donc pour ça, je pense que Michael et Elise Herbit ont bien cultivé le fait qu'il fallait pas venir trop les frotter, sinon il y avait la vengeance. Messieurs, ce week-end, retour de Mathieu Van Der Poel. La semaine dernière, on a vu son planning sortir, on a vu également le planning de Wout van Aert. Ils vont courir 5 courses ensemble. J'aimerais tout simplement que vous avez 1 minute 30 chacun, puisque vers 18h30, on rappelle, on accueillera Romain de Bord. Voilà, le sentiment que vous avez avec le retour de Mathieu. Déjà, il a failli s'éclater et ne plus jamais avoir d'enfant suite à son petit sprint en Espagne. Satisfait, content, excité, jovial, souriant. Tonio, tu vas le commenter en plus ce week-end, puisque tu seras au commentaire samedi et dimanche. Comment tu te sens? Moi, je vais bien le sentir. De toute façon, assis sur mon siège, je serais toujours mieux que sur la ligne de départ avec ces oiseaux-là. Non, bien évidemment, on est content, on est hypé aussi à chaque fois qu'ils arrivent. Les confrontations, il y en aura 5, tu l'as dit. J'aurai la chance d'en avoir une à Loenhout et je suis très content de voir les deux à Loenhout. Mais voilà, Mathieu n'avait pas décidé Namur. Ça s'est fait la semaine dernière. Je pense que la billetterie, le jour où il l'a annoncé, la billetterie elle a sauté. Mais en tout cas, je suis très content de le revoir revenir. Alors, on va rentrer dans une deuxième saison. Tous les ans, c'est pareil. Hein. On va se dire, on va commencer à chercher des coureurs, et bien évidemment, on va penser à Thibaut Nice. Est-ce que Thibaut va pouvoir aller jouer avec eux? Moi, j'ai envie d'y croire, mais au fond de moi, j'y crois pas vraiment. Je pense que Mathieu va revenir là. Il a coupé depuis assez longtemps. Il a bien roulé en Espagne. Il va arriver bien bronzé, bien frais. Et puis ça va faire bim bam boum à Namur. Vu le circuit, il va en mettre partout tout de suite, je pense. Donc je pense pas qu'il y aura de rivalité. Et je suis pas sûr non plus qu'il y ait une rivalité avec Wood parce que maintenant j'essaye de redescendre. Tous les ans on se sauce tout le temps. Oui, la guerre à Wood, Mathieu. Faut bien qu'on se mette dans la tête de toute façon. Ce sont des coureurs maintenant qui ont des carrières et des calendriers complètement différents. J'espère juste que Wood ira jusqu'au championnat du monde. Il a pas totalement fermé la porte. Il a dit qu'en fonction de la forme, on verrait par la suite. Donc voilà, c'est tout ce que j'espère. Maintenant, je vais être très content de les voir s'aligner côte à côte. Mais je suis obligé de dire que je pense que Mathieu sera devant Wood. Ouais, clairement. Clairement. Moi, je serai à Namur, donc je verrai en live le retour de Mathieu, qui va évidemment gagner haut la main. On va pas se cacher. Moi, je suis sur Jouet, Tonio. Je pense que effectivement, s'il y a une hiérarchie, c'est clairement Mathieu, Wout et puis Thibaut, quoi. Thibaut, il sera chaque fois derrière, malheureusement. Hein, j'ai malheureusement cette idée-là en tête, mais ouais, Mathieu va écraser. Et le pire, c'est qu'il va même gagner la Coupe du Monde. Tu vas voir. J'ai fait le calcul, j'ai regardé un article. Et effectivement, s'il fait tous les cyclocross, s'il les gagne tous, il va le gagner ce championnat du monde. Ouais, il peut gagner. La Coupe du Monde. Donc. C'était une de mes questions justement. C'était justement l'une de mes questions, Gauthier Tonio, parce que on a vu comme là Lucinda Brandt qui avec finalement une impasse ou Thibaut Nice qui est encore leader de la Coupe du Monde avec une manche en moins. On est d'accord que si Mathieu gagne toutes les Coupes du Monde auxquelles il participe, eh ben il prend les 30 000 et puis le classement général. Hein. Exactement. Oui. Ouais. Surtout que là, Thibaut n'a pas été à Terralba, donc il a laissé des points. Donc oui, avec maintenant, oui.
Avant, si Thibaut avait scoré, il y avait déjà eu des calculs et je pense que c'était vraiment très limite. Mais là non. Pour rebondir rapidement sur on va dire le classement Wood. D'ailleurs, Thibaut a fait un interview la semaine dernière, je sais plus où il a dit, hein, on lui a dit, est-ce que tu vas être, l'objectif ça va être d'aller titiller Mathieu. Il a dit pour l'instant on va se quantifier à aller titiller Wood. Donc voilà, il vise pas non plus trop. Je pense qu'il pense que Wood est dans ses cordes et je pense peut-être aussi sur certains circuits, mais il est assez réaliste quand même. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le chat, voilà, il y en a beaucoup qui disent que Yoris, Mason, Nace sont les seuls à pouvoir tenir un petit peu Mathieu, qu'on a Joris qui peut même être devant Wout. Moi, j'ai envie de vous poser la question avant peut-être qu'on accueille Romain qui devrait pas tarder à arriver. Tonio, c'est toi qui gère la régie. En tout cas, il y en a un tout à l'heure qui a dit à combien Mathieu va mettre le deuxième à Namur. Eh ben, j'aimerais votre petit pronostic par rapport à la météo annoncée, par rapport à l'écart, et surtout, qui sera deuxième à Namur? Allez, la parole est à Tonio. Lance-toi. Le temps, c'est jamais, le temps, je suis pas trop chaud, mais du côté de Namur, je vois bien quand même on n'a pas les startistes en plus de toute façon complète, mais je pense que Thibaut y sera. Attention à Cameron Mason aussi, hein, du côté de Namur qui marche très très fort. On le sait techniquement, c'est très très solide aussi. Je mettrais, allez, si je dois faire un podium, je mettrais Mathieu, Thibaut, Cameron. Je note pour lundi prochain, bien évidemment. Oh, bah, c'est la correction. Moi, je suis plus du même avis. Mais je me méfierais quand même dans Emile Verstring, qui fait toujours des bonnes courses là-bas à Namur. Ouais, mais Son, avec son passé de VTTiste, Namur, ça, c'est qui lui convient bien. Et pour te répondre, Steve, moi, je vais quand même me mouiller sur le temps. Allez, je mets 1:30. Ah ouais, facile quoi. Ouais. Ouais, ça va rouler, c'est moins technique. Moi, je pense que 1:30, c'est bien. Ouais. Bon, je crois qu'il y a pas photo, tout le monde est assez unanime. Et effectivement, il y en a qui nous mettent la minute, etc., etc. Donc, ouais, bon bah messieurs, moi je me contenterai de ne pas donner de pronostic, d'être un simple observateur. Bravo. Bravo. C'est typiquement, c'est ça qui en a l'habitude, voilà. Ouais, mais c'est pour ça. Bah, c'est gars, lui qui il est m'a dit, fais comme ça, il m'a dit. Tu vois, c'est encore lui qui m'a dit, vu que c'est toi qui passe les plats ce soir, faut vraiment que tu sois très objectif, faut pas que tu donnes ton avis. Donc, C'est pas crédible, Steve, c'est pas crédible, ça. Non mais le gars, c'est tout le temps ça. Tu sais. Et après la semaine prochaine, il va nous défoncer. Enfin lui, il le fera pas, mais Jérém quand il fait ça, il te donne pas de prono. Et la semaine d'après, tu prends une branlée, il tasse mat. Ah ouais, bah, t'as fait un bon prono, mais toi t'as fait quoi? Mais moi j'avais pas dit parce que ouais, voilà. puis il te le dit en plus, tu sais, il te le met bien dans les dents en plus. Ah, il te le met bien dans les dents. Bon attendez les gars, je vais essayer d'ajouter Allez, Romain. Romain à qui j'avais demandé de venir à 18h30 et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi on est à 18h et pas 20h. Alors, qu'est-ce que tu l'as ajouté? Ouais, il faut que tu nous expliques hein. Ah, Mais Romain, il est là, tu vois, il est ponctuel. là. Salut, Salut tout Romain. le monde. Salut Ça va Romain. Comment ça va, Romain? Moi ça va nickel. Hein. Bon, Bonne alors, forme. alors désolé, je vais expliquer, ça tombe bien que tu sois là d'ailleurs, pourquoi 18h et pas 20h le rendez-vous. Il y a un certain chanteur alsacien que tu dois connaître, Romain, qui s'appelle Claudio Capéo, qui fait un oui. showcase ce soir à côté de la maison. Et, Et voilà. Claudio, il adore Claudio Capéo. Et Claudio chante à 20h30 et j'ai la chance d'être parmi les invités avec ma chère et tendre. Donc on a décalé un petit peu ce podcast. Et Romain, et franchement, avant manger un petit podcast comme ça, c'est le top. Avoue que c'est mieux que 20h30. C'est nickel, hein, là ça. Nickel. En apéro. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit apéro. Bon, Romain, ravi de t'accueillir dans Bac à Sable. On a déjà vu Amandine Muller de Ice Bike, etc. Tous les crossman qui passent chez nous, c'est super. On parlait de la Coupe du Monde de Namur ce week-end. Ce week-end, il y a aussi la Coupe de France à Ouistreham. Ouais. Ma première question, avec Tony, on en parlait un petit peu hors antenne. Tu es à égalité de points avec Alexis David pour le classement général de la Coupe de France. 1, comment tu vas? 2, est-ce que c'est un gros objectif de gagner la Coupe de France? Et 3, est-ce que tu vas faire une fixette sur Alexis David ou tu voudras gagner la course en elle-même? Et est-ce que tu aimes bien le sable? Il y a plein de questions en une. Oui. La parole est à toi pour ce week-end. Ben oui, déjà là je suis assez en forme en ce moment. Là on est en stage en Espagne. Du coup, on a la chance là de rouler au beau temps. C'est parce que là je sais qu'en Alsace il fait quand même un peu froid et tout ça. Du coup là ça c'est vraiment cool. Par rapport à la Coupe de France, bah oui, depuis que je sais que ça allait jouer vraiment sur la dernière, ben c'est quand même un bel objectif maintenant pour le week-end prochain.
Après, non, je me fixe pas du tout sur Alexis David ou me dire qu'il faut absolument que je le suive toute la course, que j'essaie de le battre. Je vais vraiment essayer de faire ma course comme si c'était une course normale, sans penser vraiment au classement général. Et je pense ben, que c'est comme ça que je vais essayer de réussir à faire la meilleure place possible, hein, sans se En mettre tout plus de cas, pression. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit avec Tonio, c'est que Mm. la course espoir risque d'être quand même assez spectaculaire, avec pas mal de suspense avec Alexis. Et puis Tonio, toi, tu voulais savoir si comment il se Ouais, comportait dans le sable. ouais, dans le sable, il se comporte plutôt pas mal, Romain, parce qu'on l'a vu du côté de Middelkerk quand même, hein. Mais qui d'après toi, Romain, se débrouille le mieux, toi ou Alexis? Bah, c'est vrai que en plus sur toutes les coupes de France là où bah, on a toujours fait 1 et 2 et 1 et 2, ça s'est vraiment joué ben, pendant toute la course. On était les niveaux en Coupe de France, c'est vraiment dense, on est proche au niveau. Du coup là le sable, je sais pas vraiment à qui ça va correspondre le plus. Au championnat d'Europe, ben, on était bien les deux parce qu'on finit vraiment pas loin en temps et même en niveau place. Du coup, je pense vraiment ça va vraiment jouer jusque Parce que ça va pendant être toute la course, je pense, ça va hein. être très sablonneux du côté de Ouistreham. Je sais pas si Ouais, t'as vu ah un oui petit oui peu ouais, j'ai vu le ça. circuit, mais ça va être très sablonneux, hein. Non mais Et je pense que ça va. comme un Namur, il va même faire très bon parce qu'ils annoncent presque 13 degrés le week-end prochain, donc tu seras pas trop dépaysé de Ah l'Espagne. ouais. Tu vas revenir, tu reviens quand d'ailleurs de l'Espagne pour aller à Là, on Ouistreham? revient bah, vendredi. On fait le trajet vendredi en avion jusqu'à Paris et après, ben, on monte avec le team à la Coupe de France. Bon, bah parfait. Romain, c'est ta dernière année parmi les espoirs. C'est vrai que tu as mis un petit peu de temps à éclore. J'ai téléphoné à ton manager, Guillaume, pour Mm. avoir quelques nouvelles et avoir quelques informations, même si je te connais un petit peu, puisque tu as fait ta première année avec nous au Cross Team. On a l'impression, en tout cas, quand on regarde tes résultats, vraiment, tu fais preuve d'une régularité assez incroyable. Ta plus mauvaise place, c'est 15e à la Coupe du Monde de Tabor, donc excusez Mm. du peu. Qu'est-ce qui a changé chez toi pour que cette dernière année d'Espoir 4, tu exploses un petit peu comme ça aux yeux du grand public, en tout cas au niveau français, on connaissait tes qualités, mais pourquoi cette année plus qu'une autre? Bah déjà, j'ai fini mon apprentissage bah, au mois de d'avril. Du coup, en fait, bah, là, c'est vraiment la première saison complète que je fais en vélo. Avant, bah, du coup, toutes les années précédentes, bah, je travaillais. Du coup, j'avais quand même un peu moins le temps de m'entraîner et surtout bah, tout ce qui va autour, hein, tout ce qui est récupération, maintenant bah, du coup les périodes de stage et tout ça. Du coup, je pense que ça joue quand même beaucoup, hein. Et justement, peut-être niveau place, c'est vrai que j'ai quand même fait des plus belles places que les années passées, mais c'est surtout, je pense, ouais, la régularité. J'ai vraiment réussi, bah, du coup, pas trop avoir de coups de mou déjà pendant la saison, un petit peu eu à Tabor, mais sinon, ouais, je suis assez content que ça change quand même un petit peu. Bah, en tout cas, on a l'impression, et c'est aussi les mots de Guillaume que je reprends, et moi aussi Mm. pour t'avoir un petit peu observé, j'ai l'impression que ça y est, on te sent délesté d'un poids, t'es plus le petit Romain, alors tu, Mm. tu es toujours très discret et très Mm. poli, qui fait pas de bruit, mais on a l'impression qu'en course, en tout cas, ça y est, tu fais ta place, t'hésites pas à y aller. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta tête? Est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce que tu travailles avec quelqu'un pour ça? Ou qu'est-ce qui fait qu'on te sent bien plus, on va dire, mature presque que les années précédentes? Bah, je pense déjà maintenant avec comme je suis en dernière année sport, je pense que ça m'aide aussi un petit peu d'avoir un peu bah, évolué dans la catégorie, évolué aussi bah, au niveau international. Cette année quand même, j'ai pu faire déjà plus de Coupes du Monde que les autres années. Je pense que ça m'aide beaucoup. J'ai aussi, bah, du coup, là, je suis suivi aussi avec un préparateur mental. Du coup, ça, je pense que ça joue aussi un petit peu, même pas mal, on va dire. Du coup, ça, c'est aussi un vrai plus. Et même tout, hein. En fait, c'est vraiment faire vraiment le job à fond, on va dire. Je pense que ça aide beaucoup. Tonio, toi qui as l'habitude de suivre les cyclocross en France, les crossman français, euh, l'éclosion un petit peu de Romain sur sa dernière année espoir, qu'est-ce que t'en penses et puis comment tu vois la suite? Bah, je pense qu'il l'a dit, la raison. Oui, mon micro est allumé. La raison, il l'a dit tout à l'heure. Il a fini avec son apprentissage. Je suis passé aussi par là quand j'étais plus jeune. Je sais ce que c'est que d'aller rouler le soir avec une torche. Voilà, de pas pouvoir se reposer. Moi, j'avais lui poser une petite question après sur la suite. En fait, là, tu vas arriver quatrième année d'espoir. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu vas continuer? On sait que voilà, on arrive sur un âge un peu charnière aussi. On commence à rentrer un peu dans la vie active. Il y a des fois l'appartement, machin, partir un peu de chez les parents ou autre. Je sais pas où t'en es. Mais comment tu vois la suite? Est-ce que tu vas continuer là-dessus? Je sais que tu fais pas mal de VTT aussi. Pas beaucoup de route. Est-ce que Mm. tu vas faire un peu plus de route? Comment tu vois la suite un petit peu? Bah là vraiment là en tout cas je suis super motivé pour continuer en tout cas là toute la saison de cross ça sans problème et après encore finir mes années espoir vraiment à 100%. Là du coup je vais quand même enchaîner encore avec la saison VTT
à 100% vélo, parce que du coup, c'est ma dernière année espoir. Je me dis que c'est aussi maintenant vraiment l'année où je peux vraiment faire que du vélo, voir si aussi il y aura une différence par rapport aux années précédentes. Du coup, j'espère vraiment que ça peut aussi marcher. Mais en tout cas, voilà, je me laisse encore vraiment mes dernières années espoir à fond. Et après, on verra, hein. Ouais, on rappelle que Romain est vice-champion de France également de VTT, hein, de mountain bike. Gauthier, pour te faire réagir un petit peu, On dit plus mountain bike, hein, on dit Steve. quoi? On dit On MTB? dit, non, non, c'est complètement dépassé, hein. On dit Mais j'ai 42 XCC ans, ou mon Tonio. XCO, je Tonio, sais j'ai plus. 42. Oui, Gauthier, tu dis mountain bike, j'espère. j'ai 40, mais je dis pas mountain bike, La hein. Ça, trottinette. c'était l'époque de Miguel Martinez, hein. Gauthier, est-ce que tu as l'habitude de suivre un petit peu les U23, les cours justement, les classements, etc. toi? Alors, je vais pas vous mentir, non, pas beaucoup. C'est vrai que moi, je regarde beaucoup les cyclocrossmen, les jeunes belges. Donc, les Français, je les connaissais pas. Romain, je suis désolé, je te connaissais pas, mais je me suis beaucoup intéressé à toi aujourd'hui. J'ai fait pas mal de recherches sur toi. Et moi, ce que j'ai vu, en fait, dans mes recherches, c'est que tu mettais plus l'accent sur le VTT que sur le cyclocross. Et tu préparais vraiment ta saison de VTT grâce au cyclocross. Mais en terminant quatrième à Middelkerk, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que dans ta tête, tu te dis pas maintenant, je vais mettre le paquet sur le cyclocross parce qu'il y a moyen de vraiment te performer dans ce sport? Bon, en fait, ça avait commencé il y a plusieurs années parce que de base, j'ai vraiment du VTT. Et vers les catégories cadets, je trouvais que le cyclocross, ça pouvait quand même convenir avec le VTT. C'est quelque chose qui ressemblait et qui pouvait me plaire. Du coup, j'avais commencé en cadet. Et maintenant, au fur et à mesure, je l'ai quand même mis en plus aussi en principal. Et en fait, à partir de junior, j'ai quasiment fait autant de cyclocross que de VTT. Après, c'est peut-être parce que la saison de cross, elle est aussi un peu plus courte, mais en vrai, maintenant, je mets quasiment, non, même, je mets autant d'importance, voire même plus un peu en cyclocross qu'en VTT. Après, c'est parce que aussi le cyclocross, c'est aussi quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça ressemble au VTT, du coup, je me retrouve vraiment dans les deux disciplines, hein. Après, le VTT, pour en avoir fait aussi un petit peu plus jeune, c'est pas évident de faire la saison de VTT et la saison de cyclocross parce que les championnats de France, je me souviens, sont souvent à des Mm. périodes où on doit plutôt couper pour préparer le cyclocross. Comment tu gères ce passage-là un petit peu, du coup, comment tu la gères? Ouais, bah oui, exactement. Parce que chaque fois, là, les VTTistes, ils commencent tranquillement à reprendre vraiment la saison, à faire préparer le foncier. Tandis que là, moi, je suis en pleine saison cyclocross et que je vais couper quasiment quand eux, ils reprennent, hein. Si là, Ouais. maintenant, par exemple, comme l'année dernière, j'arrive nouveau au championnat du monde, ça fait dernier week-end de janvier ou premier de février. Et normalement, la saison de VTT, elle reprend fin février, début mars. Du coup, moi, j'ai toujours ce petit décalage de un mois et demi, 2 mois, où, parce que je coupe un mois ou 2, 3 semaines facile et je reprends, j'arrive seulement un peu après. Et comme disait Tonio tout à l'heure, t'as pas répondu à la question. L'attrait de la Ouais. route, pour l'instant, après ta saison espoir, où on a Mm. compris vraiment qu'il y a l'importance du VTT, est-ce que pour toi, ça a été envisagé peut-être avec les entraîneurs au sein d'Ice Bike, avec Guillaume, avec ton entourage, d'essayer, parce que je me rappelle que tu avais, à l'époque, je crois, du CrossFit, tu avais signé à Etup, tu avais essayé une ou deux courses, mais t'avais pas poussé peut-être l'expérience. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai intérêt à faire un petit peu plus de route, en tout cas si tu prends la partie cyclocross, pour prendre un petit peu en caisse et en volume, parce que Romain, pour te le décrire, Gauthier, c'est vraiment un mec technique. Je pense que sur Terralba, il se serait éclaté sur les deux trois virages bien glissants, mais sinon c'est un vrai coureur, voilà, avec lequel j'ai roulé. Faut pas une planche de 50 cm, c'est te la passe quoi. Enfin c'est le mec, voilà, C'est un VTTiste, donc c'est un oui. VTTiste, donc non, il joue sur son vélo. Donc toi, ouais, la route, honnêtement, aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Si, parce que franchement, j'aime beaucoup la route. Là, j'ai signé du coup au club d'Alkirch. Du coup, je pars de Etup et aussi au projet U23 Project Cycling pour faire un peu de route encore avec eux. Mais le problème, c'est vraiment comme la saison VTT, ça reste vraiment mon principal objectif. Et comme c'est en même temps que la saison de route, c'est compliqué vraiment de faire les deux en même temps, en tout cas Les à trois, haut niveau. les C'est trois, c'est possible de très faire les compliqué, deux, hein. mais il faut quand même que je fasse un petit choix en soi pour me dire que maintenant, je veux vraiment faire du VTT. Mais je peux vraiment utiliser la route en complément pour tout ce qui est entraînement et pour aussi tout ce qui est plaisir. Parce que la route, j'aime beaucoup aussi, mais si je voudrais vraiment faire Mais que de tu te la fais route, chier. Mais tu te Mais fais nous, chier. nous, on veut que tu non, fasses non. vraiment que du cyclocross. Ouais, Non, non, on adore le VTT aussi, hein, t'inquiète pas. Y a pas de souci, on déconne. Non, Est-ce non, que mais c'est vrai que c'est. pour toi, ce serait un projet de venir en Belgique et venir faire la saison de cyclocross hivernale, comme le fait Hélène Clausen, par exemple? Ça pourrait être quelque chose qui te botterait, ça, plus tard? oui, oui, je pense que ça peut être bien. Après, oui, peut-être dans les prochaines années en élite, ça pourrait être pas mal. Mais là, je pense qu'en espoir, il fallait quand même encore un petit peu, peut-être pas C'est, trop chargé, parce que du coup, avec l'enchaînement VTT et cross, ça fait déjà beaucoup. Du coup, si peut-être une fois, j'aimerais vraiment faire une grosse saison hivernale, peut-être un peu calmer sur le VTT, en tout cas fin de saison.
C'est pourra pas vraiment. prévu de monter. Vous l'aviez fait, je crois. Enfin, je sais pas si t'étais chez Icebike. Ils l'ont fait, je crois, il y a un an ou deux. Non, ils étaient pas montés quelques jours, Steve. Ils avaient pas une maison qu'ils avaient louée. Est-ce que c'est prévu encore cette année aussi de le faire ou Oui, pas? oui, c'est Ok. encore prévu cette année. Du coup, ben, comme ça, on peut rester un peu en Belgique. Moi, j'en ferai. Bah là, du coup, je continuerai avec la Coupe du Monde de Coxide, Gavert et Dendermonde. Du coup, les trois, là, direct enchaînés en Belgique. Gavert, Et très bien Namur, pour toi. ouais. Et Ouais. Namur, Tu es- c'est un circuit qui te plaît, ça, qui te plairait? Tu l'as déjà fait, Ouais, par bah, j'avais exemple? fait en junior. Ça m'avait plu. Mais du coup, depuis, j'ai pu plus la faire. Bah là, du coup, avec la Coupe de France, ben, c'était pas possible. Mais sinon, ouais, ça aurait été vraiment bien de pouvoir la faire. Comme d'habitude, nous, sur nos invités, on aime bien leur demander un petit peu leur circuit fétiche, le circuit qui les éclate le plus. Circuit français et circuit international. Romain, c'est quoi ton circuit français préféré et ton circuit international préféré? Ne te sens pas obligé de dire quel nœud, car on sait que t'as gagné Non, là-bas non, et t'es obligé de dire qu'un certain Steve Chenel a gagné aussi. Ne te t'es sens pas obligé obligé de de dire dire quel quel nœud. nuck. T'es obligé de dire quel nuck si tu veux revenir. Non, mais en plus, j'allais dire Kenlock parce que bah, c'est là-bas que j'ai fait mon premier podium en Coupe de France, en junior. Du coup, bah, en plus, c'était un circuit qui me convenait beaucoup. J'aimais bien les montées qu'il y avait et tout le circuit. Sinon, ça, c'est un circuit que j'aimais. Sinon, le circuit de Pierrick. Mais sinon, j'allais vraiment dire Kenlock en circuit T'es un français. chef, t'es un chef. Je t'adore. Ouais. T'as touché combien pour ça? Ah, rien. Et à l'international, du coup? Et en international, un circuit que j'ai pu faire plusieurs fois. Bah, je pense que le circuit de Plusieurs fois ou pas, Benidorm, hein. hein, mais que Non, t'aimes mais bien. je l'ai fait qu'une fois, mais c'est le circuit de Benidorm, hein. Ah ouais. Ah, t'avais aimé Ouais. Benidorm, ouais. Ah, l'année Ah, dernière, c'est vraiment, j'ai trop aimé. C'est et toi, super roulant, peut-être pas forcément super technique, mais c'est un circuit que j'ai adoré. Ah, mais ça, je pense que c'est parce que Vraiment. tu fuis l'Alsace, t'es trop content d'aller trouver du soleil, Ouais, donc c'est il pour fait ça. trop beau, c'est trop les bien. petites Espagnoles, hein. Romain, je regardais un petit peu comment est composé le team Ice Bike. On sait qu'il y a un capitaine de route avec David Menu. On avait eu Amandine Muller qui disait qu'elle adorait être avec Célia Géry. Avec qui, toi, chez Ice Bike, tu partages la chambre, avec qui tu aimes partager les reconnaissances, etc. Bah moi, du coup, bah c'est avec Jules, Jules Simon. Bon, depuis son arrivée bah, au team, bah, on a toujours été ensemble, au stage, à toutes les courses. Du coup, bah c'est vraiment mon coéquipier numéro un dans le team. Après, je suis aussi bien proche bah, de tous les autres coureurs, bien sûr, hein, mais c'est vraiment Jules avec qui, on va dire, je passe le plus de temps. Ouais, on sait que dans l'équipe, en tout cas, vous aimez hein, créer des duos pour se tirer un petit peu vers le haut. Quand il y en a un qui est moins bien, bah, l'autre prend le lead, etc. Et je trouve que c'est un super moyen quand on est parti, quand on est loin, et de faire les reconnaissances avec quelqu'un. Chacun peut apporter pour apporter à l'autre. Et en équipe de France, avec qui tu t'entends bien si Jules n'est pas là? Parce qu'on sait qu'il y a un vrai bon groupe Oui, équipe de France quand même. Hein. bah, c'est vrai que bah, après l'équipe de France, bah, du coup, ça change un peu des années en année. Mais franchement, je trouve qu'il y a vraiment, on s'entend vraiment bien avec tout le monde, hein. Il y a vraiment aucune personne avec qui où il y a un petit peu moins bien. C'est vraiment avec tout le monde, hein. Ouais, Ouais. on sent que François, il aime quand la mayonnaise elle prenne bien et que Ouais. il y a un vrai engouement autour du truc quoi. Non, ouais, c'est ça, hein. Franchement, déjà l'année dernière et même cette année, c'est une super équipe aussi en équipe de France. On s'entend bien tous ensemble et c'est vraiment top ça. Bon, très bien. Tonio, est-ce qu'on avait eu des questions Ouais. pour Romain par rapport à notre compte Insta Bac à Sable? Alors, on avait eu des questions, bien évidemment, on les a recoupées un peu à chaque fois aussi, mais j'en ai quand même encore quelques-unes. J'avais Maymal de 2207 qui nous avait posé la question, quel est ton meilleur souvenir sur un vélo? Sur un vélo, Ça du peut, coup, bah, ça peut être VTT ou ouais, cyclocross, bah, hein. du coup, je pense que ça va être Route, VTT, hein? c'était les. Ouais, ou route. Bah, sinon, je peux dire un track, parce que du coup, il y en a un peu dans chaque discipline. Ouais, En vas-y, 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 vas-y. vas-y. Bah ouais, Bah oui. carrément. Bah, en VTT, du coup, bah, c'est le championnat du monde, je pense, au jet. Parce que du coup, c'était un championnat du monde bah, en France. C'était mon premier championnat du monde. Du coup, c'était vraiment un truc de fou, une ambiance de fou. Ça, c'était vraiment au C'était top. mieux le VTT au jet ou Liévin l'année dernière? J'ai préféré le championnat du monde VTT au Oh, jet. putain, il est dur avec lui, Ouais. toi. Ah, il est dur, il est dur. Bah, Mais il a dit quel nuck, on peut pas lui en vouloir, il a dit quel nuck. ouais, voilà. Mais En du coup, en cyclocross, du France, coup? bon, en cyclocross, du coup, c'est Liévin. C'était aussi vraiment Ah, une ça va. super ambiance, hein. J'étais peut-être pas dans une super journée ce jour-là, mais niveau ambiance, niveau tout ce qui était autour, c'était vraiment trop bien. Vraiment, Et sur vraiment. route? Et sur route, bah, on. Le La critérium se- de Cernay? Ouais. Non, mais du coup, cette année, j'ai pu faire Paris-Roubaix avec Etup.
Du coup, bah, c'était vraiment une grosse course de route que j'ai pu faire et ça m'a vraiment plu. Dans les gros secteurs pavés, il y avait vraiment une belle ambiance. Et même, bah, du coup, d'être avec les meilleurs U23 et tout ça, c'était vraiment top aussi, ça, on va dire en route. Bon, on voit que c'est que les courses françaises, hein. C'est nickel, hein. Tu vois, ça va donner à Gauthier, notre Belge, l'envie de venir un petit peu voir les crosses français et pas que les crosses belges. On va bien l'accueillir, Romain, quand il va monter, tu vas voir. Il y avait une autre Justement, question. Vas-y, moi vas-y, j'avais vas-y. juste une petite question justement parce que je regardais un petit peu la composition de l'équipe belge avec les Jordi Corsus, les Arthur Van Den Boer, les Kay de Breukere, les Van Den Berg. Justement, quel regard tu as par rapport à ton adversité au niveau international? On sait, enfin en tout cas j'ai l'impression il y a Aubin avec Vietzi qui se détache un petit peu et Agostinaccio et derrière vous êtes je sais pas, peut-être 7, 8 coureurs à avoir envie de bousculer. Est-ce que tu sens ça? Et est-ce que justement dans cette masse-là, tu sens qu'il y a des coureurs qui sont un petit peu sous-cotés, qu'on n'a pas l'habitude de citer, mais qui sont très très forts? Qui t'a fait une grosse impression depuis le début de saison? Ben, en vrai, c'est un peu comme ce que tu as dit là. Bah, il y en a plein qui peuvent être vraiment forts. C'est vrai que j'avais l'impression, même aux Europes, Tabor, et même encore à Flamanville, qu'il y en a plein qui peuvent encore gagner. C'est vrai que Aubin, Viedi, tout ça peut vraiment être au-dessus du lot. Mais sinon, j'ai l'impression que ça peut vraiment être un peu tout le monde après. C'est sûr que selon le circuit, tout ça, il y en a quand même qui ont qui ont un peu plus de potentiel que d'autres sur des circuits. Mais, euh, mais je pense que c'est encore, c'est bien démarqué. Ouais, parce qu'on voit David Averdings qui gagne finalement la Coupe du Monde à Tabor et derrière toi à Flamanville, il termine 9e. On a Agostinaccio qui est champion d'Europe, il est juste derrière toi aussi à Flamanville. Et puis à l'inverse, hein, on a des Belges, les Jordi Corsus, les Aaron Dox, bon, qui sont en plus qui sont de ta génération. Hein, Dox de Breukere, c'est leur dernière année en espoir. Ouais, on a l'impression qu'il y a un vrai gros truc. Voilà, qui se constitue un petit peu devant allez, les deux têtes d'affiche que sont Aubin peut-être et Vietzi. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose pour essayer d'être peut-être ce troisième homme avant les championnats du monde? Je te tends un petit peu une perche parce que Guillaume m'a dit Oui, que tu allais te faire un petit rappel éventuellement en hypoxie avant les championnats du monde. oui, c'est ça. Bah oui, du coup, bah, j'avais fait ça en début de saison, la cyclocross. Et du coup, bah, j'étais bien en forme en début de saison. Du coup, bah, je me dis que ça peut peut-être encore m'aider bah, du coup, pour ce qui est championnat de France et même toute la fin de mois de janvier, tout ça. Du coup, bah ouais, je vais encore essayer de faire ça pour voir si ça peut m'apporter encore plus. Et voilà. Ah, il y Explique-nous a- un petit peu, ça consiste en quoi justement ce travail en hypoxie? On sait qu'il y a un centre à côté Mm. de Rixheim où est votre service course. Raconte-nous un petit peu comment ça travaille parce que on a eu Amandine Fouquenet, on a eu Mm. Hélène, on a eu qui ont fait leurs 3 semaines, ou même je crois que c'est Rémi le Landais qui a fait 3 semaines à Ouais. Tignes post-saison. Mais là, toi, c'est vraiment refaire un rappel hypoxique pour voilà essayer d'être encore meilleur en fin de saison. Ça consiste en quoi ce travail hypoxique? Bah voilà, bah déjà l'année dernière, on avait fait du coup le stage de 3 semaines bah, à Tignes. Et du coup, bah, cette année, on a refait la même chose, mais du coup à Mulhouse. Là, c'était vraiment ben, que pour dormir. On dormait en tente du coup tous les soirs. On faisait aussi des entraînements en hypoxie. Ça aussi bien pu nous aider. Et du coup, bah là, je vais faire un petit rappel je crois que c'est une dizaine de jours après Dendermonde, bah, jusqu'à 3 jours avant les France. Pour Donc bah, essayer. dormir en hypoxie là à ce moment-là. Le Voilà, c'est rappel, c'est ça. dormir, C'est ouais. vraiment dormir. Il faut passer, je crois, entre 12 et 14 heures. Du coup, une bonne nuit de sommeil. Ou 12 Ça, heures, je crois que c'est une nuit pour Jérémy Sarakian, ça. Ouais, il Ouais. dort Oui. beaucoup. Ouais. Mais d'ailleurs, bah, même 16 heures, hein, des fois, il peut dormir. Hein. On n'a jamais vu ça, ouais. Et il n'est pas Mais c'est étudiant, il juste, n'a pas 12 ans. Hein. juste un petit rappel de temps, il nous reste 7 minutes. Ah ok, pas de souci. Ah. Pas de souci. Non, ouais, c'est vrai que des fois, on nous coupe la chic un peu comme ça. Mm. Et des exercices en hypoxique, c'est vrai qu'alors à l'époque, tu sais, avec Gilles Mottier, Gilles était partisan justement hein, de faire des exercices à très haute intensité, à très haute altitude, pour essayer justement de réduire la partie récup. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ta planification justement avant le mois de janvier? Oui, je pense. Bon, je vais essayer d'en placer facile une ou deux séances. Après, c'est vrai que c'est des efforts assez courts, mais du coup, bah, comme on simule l'altitude, ben, c'est quand même plus dur. Et c'est sur home trainer aussi. Du coup, je pense que je vais essayer de planifier encore deux, trois séances comme ça. Et là, Romain, c'est avec le masque ou c'est vraiment la Ouais, salle hypoxique? Ah là, c'est avec le non, c'est masque avec le là. masque. En fait, c'est l'appareil qui génère Ah l'oxygène oui. dans la tente. Bah, on peut bah, l'alimenter et le mettre directement aussi sur notre, pour qu'on respire Non, non, mais directement. explique Steve, parce que Gauthier doit connaître, mais il y a des justement qui posent des questions, les gens dans le chat, c'est quoi époxique en fait? Faut expliquer ce que c'est aux gens, parce que les gens, tout le monde ne connaît pas en fait.
Ouais, l'hypoxie. Alors l'hypoxie, c'est simuler l'altitude. Donc quand vous avez un générateur hypoxique, vous avez alors comme Romain qui dit je dors en hypoxie, il dort dans une tente. Donc il y a un tuyau qui, on va dire, qui envoie de l'air qui est appauvri en oxygène. Donc vous simulez une altitude. Donc je sais pas combien tu dors, Romain, quoi, de 2005. 2005, ouais, en général. Comme les Voilà. Colombiens. Voilà, Ouais. vous dormez à peu près à 2500 mètres, donc ça veut dire que vous respirez donc de l'air qui est appauvri en oxygène, donc vous simulez l'altitude, et on rappelle que l'altitude, lorsque vous faites 3 semaines de stage ou quand vous faites ce genre d'exercice, en fait ça stimule votre production de globules rouges qui donc justement permet un meilleur transport d'oxygène. Donc c'est un petit peu l'EPO naturel. Donc moi j'ai testé la tente hypoxique 3 semaines et des exercices justement avec le masque où pareil vous êtes vraiment fermé et vous avez donc l'air qui est envoyé appauvri en oxygène, et c'est très très compliqué au départ de trouver la bonne altitude, même de dormir, parce que vous avez l'organisme qui lutte. Vous avez Est-ce que tu fais partie de ces coureurs qui ont grave la dalle quand ils se réveillent le matin? Ça allait là encore. Juste, Ça allait? Juste, c'était super compliqué de dormir je pense les 4-5 premiers jours. C'était horrible. Il fait Vraiment, chaud en plus, hein. Ouais, c'est ça. Comme il n'y a que l'air qui rentre et il n'y a pas vraiment d'air qui circule dedans, il fait super sec, il fait chaud. C'est pas très. Au début, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que ce qui serait peut-être pas mal, ce serait de faire une petite vidéo avec Jérémy Sarakian. Ah, Genre- j'étais sûr. J'étais sûr qu'on allait y arriver. Il dort dans cette tente. Donc du coup, ouais, en plus, vous dormez tout seul dans la tente. Enfin, toi, tu dors pas avec ta chérie ou avec Oui. tes... Ah tout non, on peut seul. pas, c'est vraiment une tente, une personne qui va. En fait, on met juste le matelas sur le lit et on met le matelas à l'intérieur. Et c'est un peu en mode tipi, c'est refermé comme ça vers le haut. Et nous, on dort en dessous. Ouais, c'est pas comme si tu dormais dehors quand même, quoi. Ça va. Non, non, non. T'as déjà dormi dehors? Oui. Non, mais c'est juste une parenthèse que Guillaume m'a raconté une petite anecdote de l'année dernière. Donc voilà, c'est juste qu'on a travaillé. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Romain? Parce qu'il doit pas rester beaucoup de temps, hein, mon Allez, Tonio. ouais, il reste 4 minutes. Une dernière petite question. Bah, tes objectifs de deuxième partie de saison. Tu nous as parlé tout à l'heure un petit peu de ton programme, tes objectifs de deuxième partie. On te laisse y répondre. Je pense que le championnat de France en fera partie, mais je te laisse répondre à la Là, déjà, question. maintenant, du coup, ce week-end, c'est essayer de faire la meilleure place possible à la dernière manche de Coupe de France, essayer de gagner le classement général. Du coup, aussi d'essayer de gagner du coup la dernière manche, si la forme est présente et tout ça. Sur les Coupes du Monde, maintenant, on va vraiment prendre une globalité sur toutes les Coupes du Monde, c'est d'essayer de rentrer dans le top 5. Au championnat d'Europe, j'ai réussi à faire du coup une 4e place. Après Tabor, c'était un peu compliqué parce que déjà j'étais un petit peu moins en forme, même les conditions étaient un peu Froid. dures. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, ouais, essayer de vraiment réussir à rentrer dans le top 5, voire mieux, mais top 5 c'est déjà un bel objectif. Et après, sinon le championnat de France, hein, être au meilleur de ma forme pour cette course, pour essayer de chercher un podium ou peut-être même le titre, hein. Mais en tout cas, déjà un bon podium. ça, c'est quand même- Il y a qui pour le titre espoir? Je sais pas, Léo, je crois qu'il le fait pas. Aubin, il a dit qu'il savait pas encore. Ouais, il a toujours pas dit au T'as bain. vu comme je tends une Ouais. perche, c'est Ah, des Du discussions. coup, Il pensait que ouais. Mais après, sinon, les autres concurrents, là, Jules Simon, Alexis David et Corentin et tout ça, il y en a encore pas mal, hein, qui peuvent être là le jour du championnat. Est-ce que pour toi, ce serait une bonne chose que Aubin court en élite, ou tu t'en fous, tu te fais pas une fixette sur Aubin justement? Non, je me dis pas que absolument qu'il soit pas là, sinon aucune chance, hein. Je me dis qu'il soit là ou pas là, je vais avoir la même idée pour au départ, essayer de faire le mieux possible et tout ça. Bon, écoute, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, Romain. On se verra à Ouistreham, parce que je serai à la Coupe de France à Ouistreham, sur place, donc D'accord. pour voir tout ça. Et puis, messieurs, bon Namur. Gauthier, tu seras sur place. Éclate-toi bien, fais-nous des belles vidéos de Mathieu et du reste. Je vous enverrai ça, les gars, je vous enverrai ça. Pas trop de bière, hein. Toujours avec modération. Évidemment, c'est bien, Antonio. Tu te mets Mais pas après- caisse. Après, il a quand même droit, parce qu'ils annoncent très beau dimanche, donc quand il Il fait chaud fera comme ça, on a chaud. le droit de s'hydrater. Il faut s'y Ouais, hydrater. c'est important, c'est important. Messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vais voir l'Alsacien. Et puis, à très bientôt lundi prochain. N'oubliez pas Bakassab, ce sera à 20h. Ça sera à 20h. Allez, bisous à tous. Salut, les D'accord, gars, les bye. gars, ciao, ciao. Salut, Salut, Romain, salut. ciao. Ciao. Merci Romain, salut Gauthier, Bye. ciao. Ciao, ciao, les gars.